vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un point sur toutes les sagas que j'ai commencé. Il y en a des nouvelles qui sont sorties cette année, ce qui ne m'arrange absolument pas. Celles que j'ai finies, ce qui arrange un petit peu, et celles qui du coup sont en cours. Du coup j'ai 3 piles de bouquins, j'ai mon e-book, parce qu'il y en a que j'ai lu en version e-book. Donc du coup voilà, je vais tout vous montrer, sachant que quand je fais cette vidéo, je ne compte pas les livres que j'ai prévus pour ma pile à lire de l'été, dans lequel du coup il y a des nouvelles sagas qui sont censées arriver, comme le Chant Doré, il y a The One Season, du coup le tome 4. Donc on va dire que c'est un point lecture au point saga, au point où j'en suis là maintenant, et j'enlève mes lectures du coup pour la saga de l'été. Donc du coup voilà, donc je sais pas trop par lequel commencer. J'ai 3 piles que je vous les montre. Ça c'est les fins. On est plutôt bien, hein, ça va. Mais ces fins-là sont quasiment aussi hautes que les nouvelles que j'ai commencé du coup en début d'année. Et les suites sont pas très grosses pour le moment, parce que du coup j'ai lu que 3 suites de sagas que j'ai commencé. Donc ouais, je sais pas, j'ai fini pas mal de sagas, mais j'en ai commencé tout autant quasiment. Donc c'est un cercle sans fin, soyons honnêtes. C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'à chaque fois que je finis une saga, il y en a une nouvelle qui commence. Donc bon, voilà. Donc je sais pas trop par lesquels commencer. Je sais pas si... En plus, il y en a en e-book, donc il faut que j'arrive à m'organiser. Donc on va commencer par les débuts, les nouvelles sagas. Voilà, les nouvelles sagas que j'ai lues du coup cette année. Donc, les nouvelles sagas, on va commencer. Du coup, il y a celle-ci, l'histoire de la Reine de Cœur du coup. Je vous lis le résumé. Alors ça c'est le tome 2. En fait j'ai lu le tome 1 et le tome 2 sont sortis quasiment plus ou moins en même temps. Queen of Hearts du coup c'est le tome 1. Et du coup c'est une saga, du coup j'ai commencé cette année. J'ai lu une suite mais elle n'est pas finie du tout vu la fin du tome 2. Je vous lis le résumé du coup de l'histoire. Vous ici, lecteurs qui arrivez, vous n'allez pas lire l'histoire du pays des merveilles que vous connaissez. Alice n'est pas tombée dans le terrier du lapin. Il n'y a pas de chat omniscient au sourire grand moqueur. Ici, c'est au pays des merveilles où derrière chaque sourire se cache un secret. Derrière chaque sucrerie, une revendication, et les prisonniers disent la vérité. Dina est la princesse héritière qui régnera un jour sur le pays des merveilles. Elle n'a pas encore vu les sombres profondeurs de son royaume. Elle souhaite seulement l'approbation de son père et espère un futur aux côtés de celui qu'elle aime. Mais lorsqu'une trahison brise son cœur et met en péril son accès au trône, elle est projetée dans le dangereux jeu politique du royaume. Dina sait qu'elle doit pour toujours avoir de l'avance sur ses ennemis, ou elle perdra à la fois sa couronne et la vie. Le mal est en train de couver dans le pays des merveilles et chez Dina elle-même. Cher lecteur, ce n'est pas une histoire où tout finira bien, c'est l'histoire de la Reine de Cœur. Franchement, quand j'ai lu le résumé du tome 1, j'avais kiffé, j'avais trop hâte, parce que Disney commence juste à faire les histoires des méchants. Et là, c'est pas du tout Disney ni Hachette, c'est une autre maison d'édition, donc j'étais hyper contente. Donc je me suis mis, et honnêtement, il est assez semblant, on va dire, à la réputation de la Reine de Cœur avec ses on lui coupe la tête. Donc honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, sur cette saga-là, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui est sorti pas longtemps après. Et du coup, il doit y avoir un tome 3 qui doit suivre sous peu. Parce que vu comment ça s'est terminé, c'est honnêtement, est obligé d'avoir un tome 3. Et il y a une autre saga que pareil, j'ai lu le tome 1, puis après j'ai enchaîné avec le tome 2. Il y a Les Entraves de l'hiver, du coup, qui est du coup, celui-ci je l'avais lu pour le challenge Winter, je crois, le Winter Challenge que j'avais fait, parce que du coup ça allait avec. Donc je vous lis le résumé, c'est à propos de Jack Frost. Donc Jack Frost a un plan, depuis des siècles, il n'existe que durant les quelques semaines de décembre, et veille au bon déroulement de l'hiver sans se retourner. Contraint et forcé par le gardien au sommeil. Mais cette année, il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Mathilde, quant à elle, s'astreint à une vie bien ordonnée et malgré une immense patrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Oui, Jack Frost a un plan, sauf que ses pas croisent les siens, celle de cette jeune fille au bonnet rouge qui finira par chavirer tous ses desseins. Franchement, j'avais adoré ce tome parce qu'il était rempli d'amour, de déception, de chagrin. Et franchement, j'ai adoré, surtout qu'on voit très peu Jack Frost dans les
les légendes de l'hiver. Donc j'étais très très contente de pouvoir. Et du coup, juste après, j'ai été surprise parce qu'au printemps, du coup, l'auteur a sorti celui-ci, Les Chimères de printemps. Et lui, ça a été mon énorme coup de cœur parce que du coup, il se passe à Dublin. Donc je vous lis le résumé. Maître du printemps depuis des siècles déjà, ma héroïne espère retrouver son humanité et sa mortalité. Doux, pacifiste et rêveur, le pays irlandais entame enthousiaste la liste des tâches confiées par les étoiles. Sa quête guide alors ses pas vers Dahlia, étudiante, musicienne et maman d'un petit bonhomme dont les gazouillis rythment sa vie. Seulement rien n'est jamais offert, surtout par un maître des saisons. L'heure il est venue d'assumer ses choix et d'affronter les conséquences de ses actes. J'ai adoré. Donc je sais, celle-ci, honnêtement, comme c'est des tomes qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, même si ça fait partie de la même série, je l'ai mis en saga finie, puisque du coup, pour le moment, il n'y a rien qui a été annoncé, même si ça serait quand même assez impressionnant de voir l'été et l'automne, du coup, voir comment ça se passe. Mais du coup, voilà, ça fait pour moi, elle fait partie des sagas que j'ai terminées, que ça s'arrête là. Du coup, je n'ai pas prévu d'en lire d'autres. Après, j'en ai un autre en e-book, mais du coup c'est une suite, donc celui-ci on le garde. Donc on va le dire, du coup on va commencer les nouvelles que j'ai commencées. Hop là, c'est toutes celles-ci. On se débrouille pas mal. J'en ai une en anglais et tout le reste du coup c'est des français. Quasiment tous sont sortis cette année, sauf le dernier qui est sorti l'année dernière, mais je sais pas, j'avais envie de le lire que maintenant. Donc du coup celui-ci. Donc on va commencer par celui-ci, The Fine Prince. Lui du coup je l'ai lu à cause de TikTok. Oui, c'est TikTok qui m'a fait acheter ce bouquin et pour le moment je ne regrette absolument pas du coup parce qu'on est sur une histoire d'amour qui se passe un peu comme si c'était à Disney. C'est un bar et l'attraction. Donc son directeur a 6 mois pour créer une nouvelle attraction. Du coup il se lance dans le vif de l'action, sauf que du coup il va rencontrer du coup Zara qui elle travaille au stand de maquillage des princesses, mais du coup en fait va se retrouver propulsée à créer cette attraction. Forcément les choses au début ne se passent pas forcément très bien entre eux, leur première rencontre est assez chaotique et du coup malgré ça on va dire qu'ils arrivent à sympathiser. Voilà, on va dire ça comme ça, même si lui ne veut absolument pas, mais il est irrémédiablement attiré par elle. Donc voilà, les choses vont forcément évoluer. Je ne vous raconte pas la fin, mais voilà, vous avez une idée. Après, j'ai commencé celui-ci du coup, La princesse sans visage, qui du coup je vous lis le résumé. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité se réduit à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lever un nouveau sacre. 7 jeunes filles peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est prise d'une folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des cides, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser ses ressources pour survivre, un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Il est juste génial. Honnêtement, on voit tout un univers en fait particulier qui appartient même à l'auteur en fait, où du coup chaque trône, a une reine sur le trône, ce qui est exceptionnel, soyons honnêtes. Et du coup en fait ces reines-là du coup vont devoir élire une nouvelle, parce que du coup le trône de l'automne qui appartenait au roi gris avant et depuis trop longtemps vacant, elles vont donc lancer une grande compétition et du coup Ivy est une des filles légitimes du roi gris. En fait elle va se retrouver malgré elle dans des manigances, elle va devoir du coup prétendre au trône, sauf que rien ne se passe absolument comme prévu puisque du coup elle a été ignorante toute la partie de sa vie, donc du coup elle va devoir apprendre à vivre avec, on va dire, toutes ces manigances. Et honnêtement, c'était une très très belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a celui-ci, La vengeance des étoiles, du coup, de chez Bayard. C'est une histoire de vengeance pure et simple. Honnêtement, là, on est sur une jeune fille qui a assisté à la mort de son père, qui du coup a été mise en esclavage sur un bateau de pirates. Elle arrive à la fin du remboursement de la dette.
Et lorsqu'elle voit du coup à cette fin de remboursement de la dette, on lui propose un marché, libérer un prisonnier, et ce prisonnier lui promet en fait de l'aider à se venger. Elle accepte cette vengeance, sauf que du coup rien ne se passe comme prévu puisque le fils d'un homme qu'elle veut tuer ça s'avère beaucoup plus gentil et adorable qu'elle ne l'avait prévu, absolument pas on va dire l'image qu'elle en avait faite et qu'on lui en avait décrite. Elle va aussi subir une énorme trahison, chose qu'elle ne s'attendait absolument pas. Et la fin se termine pas très très bien, puisque du coup Oulin apprend qu'il est en fait juste l'objet d'une vengeance, et elle du coup apprend sa trahison, et donc du coup tout part du coup, et tout va s'accélérer dans le tome 2, vu comme c'est dit. Ensuite, celui-ci. Et alors, celui-ci, j'adore. C'est The Inheritance Game. Quand on voit comme ça fait un peu penser mince. Hunger Game. C'est revenu de devant. Pourtant, je l'avais sur le bout de la langue. Alors que pas du tout. Vu le titre, elle ne possède rien. Ils ont tout que les jeux commencent. Ça n'a rien à voir. C'est juste en fait une question d'héritage. Avery est une fille, on va dire, plus ou moins quelconque, qu'une personne connaissait. Elle va du coup en fait se retrouver à devoir hériter la fortune d'un homme extrêmement riche, l'un des plus riches du Texas, un milliardaire. Sauf que du coup, tout ne se passe pas prévu parce que cet homme a 4 petits-fils. Et sur ces 4 petits-fils, certains forcément espéraient avoir cette fortune. Ils vont donc du coup découvrir pourquoi elle, parce que elle connaissait même pas le bonhomme. Pourquoi c'est elle qui a hérité de tout. Ils vont alors se lancer dans un véritable, on va dire, source d'informations. Elle aussi, elle veut comprendre pourquoi. Elle va donc, on va dire, plus ou moins créer un pacte avec certains frères. Sauf que, voilà, les sentiments forcément vont s'en mêler, la jalousie, la rancune. Donc, tout ne se passe pas forcément très bien. Et à la fin, il y a un petit secret qui est, on va dire, dévoilé. Mais les sentiments commencent à s'en mêler, donc ça commence à partir un peu en cacahuète, honnêtement. Mais oh là là, je l'ai dévoré ce tome-là, je l'ai lu en une journée, je suis allée l'acheter, j'ai arrivé à la maison, je l'ai lu. Voilà, j'ai quasiment pas dormi la nuit, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a celui-ci, Souveraine de Laura Sébastien, du coup c'est Casterman qui nous le sort. Et donc celui-ci, c'est pareil, j'ai beaucoup de livres de trahison, dis donc. C'est du coup 3 jumelles qui sont prédites à un grand avenir. Elles ébauchent chacun un prince ou un monarque des royaumes voisins de leur mère. Donc du coup pour, on va dire, solidifier leurs alliances. Sauf que c'est une histoire de double jeu. Les 3 princesses en fait ont été élevées pour trahir les royaumes les princes et le roi qu'elles vont épouser, pour que du coup en fait permettent à leur mère de prendre le contrôle de chaque pays. Sur ces 3 triplés, il y en a une qui fait un peu peur à sa mère puisqu'elle a peur qu'elle se laisse envahir par son cœur. Du coup, comme elles sont lâchées à elles-mêmes et plus sous le contrôle de leur mère, parce que jusque-là la mère avait le joug sur elle-même, comme du coup ce n'est plus le cas, elles vont du coup se mettre à plus ou moins penser par elles-mêmes avec leur cœur aussi, et donc du coup forcément rien ne se passe comme prévu. Honnêtement, la fin m'a fait vraiment mal au cœur parce qu'il y a du coup des secrets qui apparaissent, il y a une mort injuste aussi à mon sens de l'une des sœurs qui était pour moi la plus humaine. Donc honnêtement j'ai adoré et j'ai vraiment hâte que la suite sorte parce que là je veux savoir comment ça se passe, parce que la mère, j'ai juste envie de la voir sans couronne, voilà, tout simplement, parce qu'elle elle est juste horrible. Donc voilà, franchement si vous aimez pas mal tout ce qui est... En plus il y a de la magie. Il y a de la magie aussi, de la poussière de lune et des étoiles. Oh, j'adore. Ça a été vraiment une très très belle surprise et je me suis laissée emporter sans difficulté. Ensuite, nous avons un roman pour moi féministe, à mon sens. C'est une Mulan, une Mulan des temps modernes. Il fait partie des tomes que j'ai sur ma table de chevet, que je relis régulièrement quand j'ai besoin d'un coup de boost. Voilà.
C'est une de mes plus grands coups de cœur de cette année. Donc c'est Iron Widow, du coup c'est la martinière. Et je m'excuse si j'écorche le nom, c'est Jiran Chai Sao qui le sort. Et donc du coup, hop, le résumé à l'intérieur. Déjà, parlons un petit peu de la beauté du bouquin. Il est juste magnifique. J'ai la même version sur Fairy Loot, qui est une pure merveille aussi. Donc je vous lis le résumé. Les frontières de Xiao sont défendues par des chrysalides, des gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zietian s'engage dans l'armée. Son objectif, venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort. Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force physique exceptionnelle, Zietian devient alors la veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé de Xuan. Bien décidée à rester en vie, Zietian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse, dorénavant les jeunes filles ne seront plus sacrifiées. Et honnêtement, c'est une pure bombe. Il y a beaucoup de passages quand on les lit, en fait, c'est vraiment, ça se projette très facilement dans notre société actuelle avec tout ce qui se passe. Et c'est une pure bombe. Et celui-ci aussi, je l'ai commencé, je l'ai fini posé du moins quand je l'ai fini en fait. Ça a été j'ai lu en one shot tellement il était, c'est une pure merveille. Honnêtement, c'est vraiment un livre, honnêtement à mon sens, qui est une nouveauté. Voilà, ça a été, fallait que je cherche un, qui est une nouveauté qui est vraiment parfaite. Et le dernier, ça commence, le dernier du coup que j'ai commencé, c'est Le Fils de l'Infini. Et là, on est un peu sur tout ce qui est avec les métamorphes, le basilic, ceux qui contrôlent le temps, enfin le temps, si le temps mais dans le sens où les vents et tout ça. En fait, je vous lis le résumé. Emile et Brighton vivent à New York. Les jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin exceptionnel. Il faut dire que trouver sa place dans un monde où ceux qu'on appelle les célestes naissent avec des pouvoirs surnaturels est loin d'être évident. Surtout quand ces êtres illustrent régulièrement des combats grandioses en pleine ville contre les dangereux spectres. À défaut d'être un puissant héros lui-même, Brighton tente de gagner la célébrité avec sa chaîne YouTube, tandis que le doux Emile ne demande qu'à rester dans l'ombre où il œuvre pour la protection des phénix bien-aimés. Mais un jour, les pouvoirs d'Emile se manifestent dans des conditions qui le placent au cœur d'un conflit entre spectres et célestes. Tandis qu'il se retrouve propulsé à une place que Brighton a toujours rêvé d'occuper, la loyauté entre les deux frères est mise à rude épreuve et personne ne sortira indemne, il n'y aura qu'un seul fils de l'infini. Honnêtement, ça a été une très belle surprise. L'auteur en plus laisse une petite note au début, en fait, où il dit que il a mis quasiment 10 ans à l'écrire. Il est extrêmement fan de Harry Potter et en fait il a toujours été un peu déçu en quelque sorte des romans de fantasy parce qu'il n'y avait jamais de personnage gay dedans et il l'a créé pour ça. C'est un roman fantasy LGBTQ+, je suis désolée si j'en oublie. Donc juste pour ça, c'est une très belle nouveauté que j'ai adorée, même si on va dire que dans Nevernight, il y en a une aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et l'univers est assez impressionnant. Je me suis commandé le tome 2 qui doit arriver, sauf que avec tout ce qui est crise du papier et autres, pour le moment, il est en attente. J'attends juste de le recevoir, mais il y a une tome 2, du coup, j'aurai une suite à rajouter dans ma pile. Ensuite, on va parler des suites que j'ai lues. Donc, on a eu Day des Bad, c'est un sacré pavé. De toute façon, là, des Saxus, je crois que j'en ai lu que 2. Donc, celui-ci, le royaume de cuivre, qui est la suite de Day des Bad, qui est une pure merveille, puisque du coup, c'est un univers que j'adore, puisque du coup, c'est sur les djinns, chose qu'on ne voit pas régulièrement, ou très rarement, du moins. Donc, juste pour ça, j'ai adoré. Et du coup, là, en fait, on retrouve Nari qui, du coup, se retrouve prisonnière de son royaume de princesse, de future reine aussi. Sauf que, du coup, elle va oser remettre en question et en péril toute la façon dont le royaume est fait et construit.
Elle est persuadée aussi d'avoir perdu son jean, sauf que ce n'est pas vrai. Du coup, on découvre aussi plus tard qu'il a survécu, mais lui aussi se retrouve, on va dire, au cœur des manigances d'une personne qu'on n'attendait pas à revoir. Donc, c'est un roman il est pas rapide, soyons honnêtes. Il y a certains passages qui sont plus lents que d'autres, donc qui posent en fait un peu les choses. Sauf que quand on sait qu'il y a ces passages-là, ça va repartir en vitesse avec une trahison ou un geste qui fait que ça ne va pas du tout très bien se passer. Donc du coup, voilà, c'est une des sagas que j'aime beaucoup suivre de Saxus, avec du coup Nevernight et les prochaines qui sont censées sortir, que j'ai hâte d'avoir dans les mains. Ensuite, il y a celui-ci, du coup Les Enchantresses, les tomes 2, c'est un bouquin plus pour les jeunes ados, mais qui du coup celui-ci a une résonance un peu féministe aussi, parce que du coup il y a, on va dire, les 3 jeunes filles se retrouvent du coup au lycée, sauf que ça ne se passe pas forcément comme prévu, puisque des jeunes filles se mettent à disparaître. Elles vont donc chercher, elles, le pourquoi du comment, sauf que quand elles cherchent, on va dire, une réponse magique, la seule réponse, on va dire, de la ville, c'est d'enfermer les jeunes filles pour éviter qu'elles disparaissent. Chose totalement ridicule. Et du coup, en fait, elles vont être les premières à en fait s'opposer à ça, et pas les dernières, parce que du coup, en fait, à la fin, le maire qui a mis en place, on va dire, cette révolte ou cette règle va se retrouver un peu sous les feux de la rampe, mais pas les bons feux de la rampe. Il va être très critiqué pour ses décisions. Et en même temps, les 3 jeunes filles apprennent et continuent à apprendre à maîtriser leur pouvoir, ce qui est assez rigolo à voir. C'est un peu moins concentré dessus, même si le responsable est d'entités magiques. C'est vraiment plus concentré sur elles et sur leur avancement dans la vie, on va dire, adulte, parce qu'elle commence à l'être. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a eu une déception avec Milo que j'espère qu'il va très très bien. Il a intérêt à se rattraper dans le tome 3. Et ensuite nous avons De sang et d'écume de glace, qui est celui-ci, ce tome-là était un réel roller coaster d'émotions, parce qu'on passe par toutes les émotions, le rire, la joie, les pleurs, la colère. Et honnêtement, la fin de l'auteur, l'auteur met une note où elle dit comme quoi je sais que vous avez envie de me tuer, ce qui est très honnêtement le cas. Là, honnêtement. Parce que la fin a été un pur supplice. Donc du coup, nous retrouvons toujours Perséphone, qui du coup en fait connaît plus ou moins ses origines, qu'elle est un mélange de 2 espèces de sirènes, mais du coup elle a toujours l'ultimatum à remplir. Elle va devoir aller chercher du coup la pierre de l'Amazonie. Elle va donc se lancer dans ce périple. Elle va se lancer dans ce périple à côté de Mewen, qui du coup en fait va devenir son gardien, son ange gardien. Les choses évoluent bien, puis alors très mal après, entre eux deux. On va aussi découvrir de nouveaux peuples de sirènes, ce que j'ai beaucoup apprécié de voir. On va aussi voir son père, qui est honnêtement effrayant. Je n'aimerais pas du tout être en face de lui. Le père de Perséphone est absolument effrayant. Elle comprend aussi certaines choses, malheureusement, sur sa famille. Et c'est ces vérités-là, ces secrets qui vont éclater au grand jour dans le tome 3, qui vont faire énormément de dégâts. J'ai très peur de ce qui va se passer du coup. Et ensuite de saga, du coup, j'ai un e-book. S'il veut bien s'ouvrir, du coup, c'est One Dark Crown, du coup, que l'on retrouve avec du coup ces 3 jumelles qui sont toujours en liste. Ces 3 triplés. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire triplés. Ces 3 du coup sœurs qui sont toujours en liste pour le royaume. Et donc du coup, les 3 sœurs, nous avons une naturaliste normalement, une qui contrôle les éléments et l'autre qui contrôle les poisons. Du coup, dans le tome 1, elles ont commencé plus ou moins les affrontements. Ça ne s'est pas forcément très bien passé, puisque du coup, une des sœurs celle qui contrôle les éléments, a été blessée par la naturaliste. Du coup, elle lui en veut énormément. Et celle qui contrôle les poisons est tombée amoureuse d'un homme qui du coup en fait apprend ce qui est prévu par les prêtres. Il décide donc du coup de la sauver à sa manière, sauf que du coup en fait il la
il la tue presque en la poussant dans un énorme puits où toutes les reines qui sont mortes sont dedans. Sauf qu'elle en ressort, et c'est là qu'arrive le tome 2, c'est là qu'elle en ressort totalement changée, puisque c'était une jeune fille qui était à faible constitution, si on peut dire, elle supportait très mal les poisons. Sauf que quand elle en ressort, elle peut manger et elle en avale des quantités astronomiques, ce qui va la rendre extrêmement dangereuse. Certains ont même peur qu'elle devienne un peu folle. Sauf que, on va dire qu'il y aura énormément de complications à la fin. La naturaliste, du coup, se retrouve n'être pas du tout naturaliste. Elle supporte elle aussi les poisons, ce qui est une chose inédite, parce que normalement, il y a une princesse pour le trône pour chaque voie. Et celle qui, du coup, contrôle les éléments, va se retrouver à devoir, on va dire, être celle qui va sauver, plus ou moins, mais aussi, en fait, venger une de ses sœurs. Donc c'était assez impressionnant de voir toutes ces émotions qui se contredisent dans ce tome-là, même si j'ai eu un peu plus de mal avec celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, parce que là, c'est parti tellement loin que j'ai aucune idée de la fin, ce qui est très bien, mais j'ai hâte de la lire aussi. Et du coup, nous avons eu des suites, des fins de saga, et honnêtement, il y en a, ça a été très très compliqué de les quitter. Donc nous avons le plus cruel des pardons. Donc là on est à l'après du coup les événements de la traversée. Donc la traversée en fait c'est Zaru qui est une jeune fille qui parle aux animaux, qui se retrouve dans un monde en fait où parler aux animaux est le pouvoir le plus bas. Sauf qu'avec sa meilleure amie, elle crée un plan infaillible, béton, impossible de se faire choper, ce qui n'est pas le cas, vous vous doutez bien. Elles vont arriver du coup on va dire au sacre de cette traversée où chacun des 3 enfants qui peut prétendre au trône doit choisir son équipe. Sauf qu'elle va se retrouver à être, on va dire, la personne qu'il faut sacrifier pour cette traversée. Donc les 3 équipes se battent pour la récupérer et l'avoir. Elle va du coup surtout être ballottée entre les 2 frères. Elle va se rendre compte que l'un a des pouvoirs, l'autre pas du tout. La sœur qui des 2 frères aussi est complètement tarée, mais je l'aime beaucoup. Sauf qu'à la fin de la traversée, du coup, les choses ne se passent pas comme prévu. Elle en ressort vivante. L'un des frères en ressort malheureusement mort et l'autre, du coup, va prétendre au trône. Donc on est du coup, ce début de tome-là, du coup, on doit assister du coup à ce que le prince héritier accède au trône. Sauf que là, branle-bas de combat, le frère qui était censé être mort se retrouve en fait être vivant. Il a lui aussi la marque des dieux comme Zaru. Ils vont donc devoir tous les 2 se battre pour le trône. Sauf que du coup, Zaru, en se battant pour avoir ce trône-là, va se retrouver à se mettre en question elle-même son humanité, puisqu'elle va devoir quasiment être l'égale de Casta. Sauf que Casta est un jeune garçon qui est pas forcément très humain sur certains points de sa politique, et Zaru va devoir prendre énormément de choix et va limite être aussi cruel que lui. Et c'est assez impressionnant de la voir en fait sombrer de temps en temps dans cette noirceur tout qu'elle en ayant conscience. Donc voilà. Et la fin est ouverte. Donc moi je l'ai mis dans fin de saga parce que ça peut s'arrêter là. J'espère de tout mon cœur, petit cœur, qu'il y aura une suite, mais je n'y crois absolument pas. Donc du coup voilà, parce que c'est annoncé que 2 tomes quand on va sur Booknode ou Babelio ou autre. Du coup, voilà. Après j'ai mis celui-ci, je sais pas si on peut dire que c'est une fin ou autre de saga. Donc c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé et donc du coup en fait c'est pas la suite de la nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est en fait la même histoire, mais du point de vue d'un autre des personnages, de Nate du coup, qui voit et raconte sa façon à lui dont il est tombé amoureux de Finn, mais il va aussi raconter sa relation très compliquée avec son père, sa relation très compliquée avec lui-même et aussi sa relation adorable avec sa meilleure amie qui m'avait exaspérée au plus haut point dans le tome, alors que là pas du tout, on se rend compte que c'est l'une des meilleures amies, les genres d'amis qu'on aimerait tous avoir. Ensuite nous avons La carte des confins, du coup, ce tome 2,
qui est du coup une fin aussi normalement. Et donc dans le tome 1, on a du coup suivi Callie qui est tombée par hasard sur Blake. Ils ont fait équipe ensemble pour trouver du coup la carte des confins. Sauf que les choses ne se passent absolument pas comme prévu, puisque du coup ils vont devoir aller au manoir du magicien, du sorcier. Et là du coup elle dit qu'elle est la fille du sorcier, sauf que cette visite qui était censée être simple et claire ne se termine absolument pas très bien, parce qu'en fait Callie va se retrouver habitée par les ombres qui habitaient son père, et donc c'est elle qui devient dangereuse. Sauf que Blake n'est absolument pas, on va dire, un pirate ordinaire. Il décide de tout faire pour la sauver. Ils vont donc du coup trouver la carte, ils vont aller aux confins. Les choses ne sont pas très bien se passer, parce qu'il faut être honnête, c'est pas une traversée, on y va, hop, avec le bateau, on attend que ça se passe. Et ils vont être subis à plusieurs épreuves. La fin est assez impressionnante, honnêtement. Bon, on voit un autre aspect du monde que j'ai adoré. Elle se termine très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et ça fait partie des très belles découvertes françaises de cette année, puisqu'il s'agit d'une autrice française, Marie Ripelin, qui elle aussi du coup est sur Instagram. Et j'adore ses photos, elle fait de très très belles photos. Ensuite, nous avons La Cour des Ouragans. Donc ça, c'est le tome 3. Donc c'est une trilogie de Victor Dixon et c'est Vampiria. Donc là, je l'ai mis en fin de saga parce que du coup, là, on est sur Jane. C'est terminé pour elle. Il n'y aura plus, on va dire, de livres sur elle, sur Diane. Du coup, après, il y aura d'autres livres, mais c'est sur d'autres personnages. Et donc, dans celui-ci, on est du coup sur Diane qui va se retrouver à devoir épouser un des pirates qui met en péril le marché maritime français. Il attaque les bateaux du roi Louis XIV, chose qu'il n'accepte absolument pas. Il va donc l'envoyer pour qu'il se marie. Sauf que ce mariage va se retrouver à être une compétition entre plusieurs prétendantes. Et en fait, ce tome-là, pour moi, est honnêtement concentré uniquement sur elle, puisque du coup, elle se remet en question elle-même et elle va devoir en fait trouver qui elle est, si elle est du coup Jeanne, la souris grise, ou si elle est Diane, l'écuyère du roi en fait. Et c'est toute en fait cette dualité en elle-même qui va provoquer à un moment donné sa chute, mais c'est grâce à cette chute qu'elle va en revenir énormément plus grande, tel un phénix, elle renaît de ses cendres. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Même si elle m'a un peu déçue, parce que du coup je sais pas trop comment ça va se passer. Parce elle est humaine, elle combat le joug des vampires sur les humains, mais en même temps elle est amoureuse d'un vampire, donc c'est tout on va dire un processus assez compliqué, donc voilà, je sais pas trop comment ça va se faire. Après, en même temps, c'était très compliqué à mon avis pour l'auteur de renverser tout l'ordre établi en 3 tomes, parce que c'était honnêtement quasi impossible vu la grandeur de l'univers qu'il a créé. Nous avons eu enfin celui que j'attendais le plus, La Reine sans royaume de Holly Black. Du coup, c'est la suite de Prince Cruel et le Roi Maléfique. Et là, c'est une fin explosive, parfaite, juste géniale du coup, qui était... Je crois que quand je l'ai fini, je l'ai relu tellement j'ai adoré la fin. Donc là, nous retrouvons du coup Jude, qui est devenue reine, mais après elle est devenue reine, genre 5 minutes plus tard, se retrouve exilée dans le royaume des mortels, chez nous, chose qu'elle n'accepte absolument pas du tout, mais alors très très mal. Suite à un malheureux concours de circonstances qu'elle accepte avec joie, soyons honnêtes, elle retourne du coup à Terrafé. Elle va donc retrouver l'homme qu'elle aime, mais qui l'a aussi trahi, Cardan, qui est devenu roi. Sauf que du coup, en fait, les choses tournent très très vite, très mal, puisque du coup, il va y avoir une rébellion contre ce roi, une prise de pouvoir, une guerre, qui met à mal Jude, elle va devoir faire d'énormément de choix. Beaucoup ont trouvé la fin simple. Pour moi, pas du tout. Elle allait en parfaite adéquation en fait avec l'univers et les tomes que j'ai honnêtement, mais alors, surkiffé. C'est une trilogie, parce que du coup c'est fini, c'est une trilogie. Il y a des tomes en fait entre chaque, les petits, genre 1-5 ou 2-5. Que vous les lisiez ou pas, ça ne change pas grand chose, parce que ça, on s'en sort très bien avec ou sans. Mais
ça fait une trilogie qui est géniale. Ça fait partie des préférées. Elle est avec Harry Potter, avec Crescent City, elle est avec Akotar. Ou Le Faucon, ça fait partie de ces séries-là, les sagas que je relis mais constamment quand j'ai besoin ou que j'ai une panne de lecture. Ça fait partie des sagas qui me redonnent envie de lire sans souci. Et le dernier que j'ai lu, qui est Nevernight, qui est au même auteur que Le Prince, la Reine sans royaume, qui a été très compliqué à fermer quand je l'ai fini. Et celui-ci est beaucoup plus du coup mystique que les autres. On retrouve Mia qui est persuadée d'avoir accompli sa vengeance après les grands jeux, d'avoir tué ceux qui ont détruit sa famille. Sauf qu'elle va se rendre compte que les choses sont beaucoup plus compliquées et complexes qu'elle ne l'imaginait, qu'il y a beaucoup plus de trahison aussi dans l'Église rouge. Elle va devoir se retrouver à faire d'énormes choix, à accepter aussi un destin qu'elle n'imaginait pas. Elle va aussi découvrir ce que veut dire enténébré et d'où ça vient. J'ai adoré avoir toutes ces réponses à ces questions. Et honnêtement, je surkiffe cette trilogie. Parce que du coup, il y en a 3, c'est terminé. J. Christophe est un très très bon auteur. Alors par contre, ceux qui détestent les gros mots, ce qui est normalement mon cas, on va dire dans la vie générale, au travail, je déteste quand mes collègues disent des gros mots. Mais là, ça ne m'a absolument pas dérangé. Ça va très bien. En fait, c'est tout le contexte de ce livre, parce que ma sœur ne comprend pas. Je déteste les grands mots dans la vie générale, mais j'ai beaucoup plus, honnêtement, de facilité à les dire quand je parle en anglais. Ça me sort tout seul. En français, je bute un peu avant de le dire. Alors qu'en anglais, il sort tout seul, il n'y a pas de souci. Et là, certes, je l'ai lu en français, ça ne m'a pas dérangé. Tout comme tous les films ou séries que je regarde, les 3/4 je les regarde en VO, donc en anglais. Donc ils ont tous un langage très fleuri des fois et ça ne me dérange absolument pas. Ma sœur ne comprend pas pourquoi j'adore cette série alors qu'il y a des gros mots à tout part. Mais honnêtement, ça a été une très très belle surprise et c'est avec une très grande pointe de tristesse que j'ai refermé ce bouquin parce que j'ai juste adoré cette trilogie et elle fait partie vraiment de mes favorites. Et voilà, j'ai l'impression de m'être répétée. J'espère que je vous ai pas trop spoilé et en même temps que je vous ai du coup donné envie de lire certaines sagas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez autant que moi en cours ou que vous en avez réussi à en finir certaines ou si malheureusement comme moi vous avez cédé et en commencé de nouvelles cette année. Donc là on va dire que c'est un point pour le milieu de l'année puisqu'on est en juillet, août. Pour moi ça fait partie des mois un peu où on fait un bilan de nos premiers mois de l'année. Donc voilà, c'est toutes mes sagas. J'ai préféré faire une vidéo avec tout parce que je me voyais mal, on va dire coupée. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue, je sens qu'elle va être longue. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura aussi surtout plu. En tout cas, on se retrouve du coup lundi prochain pour une nouvelle semaine. Bon courage avec la chaleur et je vous dis à bientôt. Bye bye!